Alors, la discussion de ce soir est appelée intégrer le changement climatique dans le plan d'aménagement forestier. Et les objectifs d'apprentissage pour ce soir, c'est apprendre à intégrer le changement climatique dans le plan d'aménagement forestier. Et j'ai divisé le webinaire en deux parties. Une partie, ça va être une revue sur le plan d'aménagement forestier. Qu'est-ce que c'est essentiellement? La deuxième partie va se concentrer sur la gestion des forêts centrée sur le climat. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça pourrait être intégré dans les plans d'aménagement forestier conventionnels? La partie 1, une revue des plans d'aménagement forestier. Définition acceptée communément que j'utilise comme gestion forestière, c'est que la gestion forestière, c'est une filiale forestière qui se préoccupe avec la gouvernance des ressources forestières, principalement à travers les activités de réglementation pour atteindre les objectifs du peuple et de la société. Alors, le plan d'aménagement forestier, c'est sa propre discipline. Il se concentre principalement sur quelles sont les activités qu'on doit faire pour pouvoir atteindre les objectifs des propriétaires de loisirs et qu'est-ce qui est la façon la plus efficace de s'y rendre là. Aujourd'hui, le plan d'aménagement forestier a évolué dans un champ d'études très complexe, par exemple. Ça peut être aussi simple, à petite échelle, de planification pour le petit boisé ou le timing et placement des activités de gestion plus une fonction informelle sur une plus petite période de temps. Ou ça peut être plus grand, une situation plus complexe, telles que des situations provinciales où des séduits d'activité sont prescrits sur une plus longue période de temps qui doit prendre en considération plusieurs besoins de la société. Bien sûr, l'étendue et l'échelle des situations, ça varie beaucoup, dépendamment des objectifs du propriétaire ou les situations de planification en particulier. Mais en dépit de la variabilité et la complexité de la gestion euh, d'un aménagement forestier, que c'est un petit peuplement ou ça peut être divisé en quatre étapes principales. On les appelle d'étendre l'échelle, vous essayez d'avoir le contexte spatio-temporel et vos objectifs. Et deuxième étape, c'est caractériser et valoriser l'eau boisée que vous travaillez avec, sur qu'est-ce qu'il a maintenant. Le troisième, c'est utiliser des modèles pour faire la prévision. Comment est-ce que cette forêt va changer au fil du temps, étant donné différents scénarios de gestion. Et la quatrième étape, quand les rapports, les nuisances, l'information des trois stages avant, c'est de créer un plan d'action et de mettre en force, en vigueur. Je vais repasser les quatre étapes. Et la raison que je te fais ça, c'est parce que je veux, si vous apprenez ceci pour la première fois, apprendre de ces différentes étapes. Vous, petit, c'est pas nouveau pour vous. On va faire la revue à nouveau parce que ceci a été de la scène sur comment est-ce qu'on va parler d'intégrer le changement climatique dans les plans d'aménagement forestier dans deux parties. La première partie du cycle, c'est l'étendue et l'échelle. Essentiellement, c'est de savoir qu'est-ce que la situation d'aménagement, qu'est-ce que le contexte ici va diviser en deux choses principales. Premièrement, déterminer le contexte spatio-temporel et établir vos objectifs de gestion. Quand je parle de contexte spatiaux, c'est une façon spéciale de dire qu'est-ce qui se passe à travers. Sur les paramètres qu'on doit suivre, alors que c'est aux paramètres spatiaux, ça pourrait être aussi où que la Terre est située, ou qu'est-ce qu'il y a des histoires de gestion. Quelles sont vos frontières? Comment gros est
de propriété? Qu'est-ce que la terre? Est-ce qu'il y a un accès par route ou est-ce qu'il y a un droit de passer? Est-ce qu'il y a autres traits spatiaux qui devraient être reconnus sur le dos elle-même en termes de paramètres temporels? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que si n'importe quel temps que vous avez l'exercice d'aménagement, vous devriez avoir un horizon de plan. Alors, l'horizon de ce plan, c'est le montant total où la situation d'aménagement a lieu. Ceci va varier beaucoup dépendamment de votre situation, mais pour la majorité des situations, le propriétaire de boisé, d'habitude, un horizon de planification serait entre 20 et 30 ans. Les périodes de planification, c'est des périodes de temps individuelles durant cet horizon. Alors, si vous avez un plan, un horizon de plan, c'est-à-dire le montant de temps complet de votre plan d'aménagement, l'horizon est divisé en petites périodes de temps. Pour des raisons administratives, vous allez déterminer et céduler les activités que vous allez faire dans votre lot boisé d'après ces périodes de temps. On appelle ça les périodes de planification. Et d'habitude, la majorité des propriétaires de l'eau privée, ces périodes de temps sont divisées entre tranches de 5 ou 10 ans. Alors, si vous avez un horizon de 30 ans et une période de planification de 10 ans, vous en aurez 3 périodes de planification. Deuxième chose importante sur l'étape d'étendue et d'échelle, c'est de déterminer vos objectifs. Pour moi, c'est probablement une des choses les plus importantes quand c'est lié au plan d'aménagement forestier. Le bon aménagement, c'est d'identifier des objectifs du propriétaire sans savoir des objectifs. Le forestier ne peut pas être clair sur qu'est-ce qu'ils sont en train de gérer. Alors, vous devez déterminer quels sont vos objectifs. Sans les objectifs, pour moi, vous planifiez sans vision. Et quand je dis des objectifs, qu'est-ce que je veux dire en particulier? Un objectif, c'est quelque chose envers un effort et dirigé, tel qu'un but ou une action, disons. La prochaine étape le cycle, c'est de valoriser et caractériser votre boisé. Si tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas gérer. Alors, c'est la même chose avec les plans de ménagement forestier. La fondation d'une bonne gestion forestière s'appuie sur une description robuste de l'état courant de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et cet état de la forêt est mieux décrit dans un inventaire de forêt. Alors, quand on développe un inventaire de forêt, la photo que j'ai ici sur ma diapo, ça démontre un grand peuplement. Et ça démontre les frontières jaunes autour de la propriété et dans toutes sortes de peuplement qui a été entouré. Vous devriez décrire qu'est-ce qui se trouve dans ces peuplements. Je ne vais pas simplement décrire n'importe quoi du tout. Il doit y avoir une raison derrière la description. Et en fait, quand vous allez décrire qu'est-ce qui est dans ces peuplements individuels, vous devez avoir des indicateurs que vous allez mesurer et utiliser pour décrire ces peuplements. Les indicateurs, c'est pour évaluer si vous avez atteint vos objectifs. Vous avez besoin faut savoir si vous allez atteindre vos objectifs, vous avez besoin de mesurer le progrès. C'est ça qu'un indicateur. Un indicateur peut être une variable ou un attribut qui décrit l'état de la forêt d'une façon que c'est important à vos objectifs d'aménagement. Alors, après avoir déterminé quels sont vos objectifs dans l'étape précédente, vous devrez déterminer mais qu'est-ce qui est les indicateurs importants que vous utilisez pour mesurer le progrès et pour pouvoir atteindre nos objectifs principaux. Les exemples communs, les indicateurs, choses qu'on mesurerait dans notre forêt, dans nos peuplements, seraient des choses comme l'âge du peuplement, composition des espèces d'arbres, volume marchandable, biodiversité, l'abondance de la faune sauvage ou le potentiel de loisirs. Prochaine étape de cycle, c'est le modèle et la prévision. Maintenant, dans l'étape précédente, on parlait de caractériser et valoriser la forêt et développer un inventaire robuste. Mais on ne doit pas oublier qu'un inventaire de forêt, c'est seulement un aperçu. Comme vous le savez, les forêts ne sont pas statiques, les forêts changent au fil du temps. Alors, cependant, c'est important de faire la prévision des conditions sur une période de temps pour pouvoir obtenir de la bonne information pour les prises de décision, pour faire ces prévisions, pour déterminer comment votre forêt va changer au fil du temps. On a besoin d'utiliser les modèles, on utilise le modelage pour faire ça. Alors, par exemple, qu'est-ce que je veux dire?
Regardons le peuplement ici. Regardons peuplement numéro 50 à milieu, encerclé en rouge. Peuplement 50, est-ce qu'on va couper ça à blanc et suivre sa trajectoire sur les prochains 100 ans? On saurait que 50, c'est pas statique, ça va changer après le coupe à blanc. Probablement, ça va régénérer d'une façon ou d'une autre. Au fur et à mesure, sa succession va changer, la composition et la structure. Peu du temps, alors ça va changer. En fait, tous les peuplements individuels dans cette forêt vont changer. Et comment qu'ils changent, ça va dépendre sur ce qu'on fait avec ces peuplements. Mais une chose clé avec la gestion forestière, c'est que ça va supposer qu'on est en train de gérer l'eau boisée. L'eau boisée, c'est toutes sortes de différents peuplements et autres écosystèmes comme les terres humides, les roches, les lacs, etc. D'une perspective d'aménagement, un paysage terre à bois devrait être géré comme une collection de peuplements administrés comme une unité. Ce que je veux dire par ça, d'habitude, on développe des objectifs pour les terres à bois. Et qu'on atteint ces objectifs, ça dépend des contributions collectives de tous ces peuplements individuels et comment ils sont gérés. Pour plonger dans ceci un petit peu plus, on sait qu'on a besoin de pouvoir faire la prévision de peuplement 50 et autres peuplements dans notre eau boisée. Pour pouvoir faire ces prévisions, on a besoin d'un modèle. Alors, modèle, c'est une représentation abstraite de la réalité. Quand je termine à la foresterie, un modèle forestier, c'est quelque chose qui permet de comprendre comment la forêt fonctionne, de faire la prévision, comment ça va changer au fil du temps. Et dans le modelage forestier, il y a toutes sortes de différentes façons pour développer des modèles de forêt. Et je voudrais en repasser quelques types de bases. Le type de base qu'on utiliserait pour faire une prévision, je l'appelle modèle d'opinion basée sur les experts. Ceci, c'est simplement un forestier qui a beaucoup de connaissances et d'expérience au travail dans les forêts et les peuplements, basé sur leurs expériences, a une bonne idée. Quand si je fais rien à mon peuplement, ça va se développer de cette façon ici, ou si on fait ce genre de traitement, ou ce genre de traitement sylvicole, ça va être ceci. C'est ce qu'on veut dire par le modèle d'opinion d'expert. Ça, c'est un modèle. Un modèle plus formel serait quelque chose qu'un modèle empirique. Le modèle empirique, c'est quelque chose, un modèle qui est basé sur les vraies données qu'on a mesurées sur la forêt et comment les forêts changent au fil du temps. Le modèle empirique, si on prend ces données-là, comment le change, et d'habitude, vous allez décrire cette relation mettre une courbe sur les diagrammes. Ce genre d'information peut être utilisée pour faire la prévision sur comment les caractéristiques du forêt vont changer au fil du temps pour un certain type de forêt. C'est l'exemple particulier ici. J'ai un modèle empirique qui a été développé pour l'entreposage du carbone. Et ça démontre comment l'entreposage de carbone peut changer au fil du temps. C'est ça que je veux dire par un modèle empirique. Le prochain modèle, c'est ce que j'appelle un modèle basé, fait par des ordinateurs. Ceci, c'est un autre avancement vers où il y a plus de processus qui est représenté dans le cadre de modelage. Dans ce cas ici, au lieu d'aller et ramasser des données empiriques sur comment quelque chose va changer, dans ce cas ici, le modèle d'ordinateur va faire la prévision sur comment la forêt va changer en faisant la simulation de tous les différents processus dans votre peuplement qui causent les changements. Par exemple, fait du modelage pour, disons, le développement de carbone sur votre peuplement. Dans un modèle basé sur le processus, ça vous donne une idée comment le carbone va changer au fil du temps. Mais ça va le faire en incluant tous les petits processus tels que la régénération forestière, la croissance, mortalité, tout ce comment l'environnement et les sols vont l'influencer. Tous ces modèles ont différents pour et contre, mais quel type de modèle vous utilisez pour votre situation en particulier? Ça dépend vraiment sur votre propre situation et vos objectifs. Par exemple, modèle des opinions d'experts, les pour sont, d'habitude, sont pas coûteux. Pour avoir des compétences, avoir un forestier, vous donner des évaluations, et c'est accessible, mais des contre, ça pourrait être subjectif parce que c'est basé sur une opinion d'un expert, mais peut-être moins fiable. On demande de ce qui, de la prévision, des modèles empiriques
tendance à être plus coûteux, mais un petit peu plus fiable aussi, parce que c'est basé sur des vraies données. Les contres pour les modèles empiriques, c'est qu'ils sont seulement aussi bons que les données qui sont nourries et parfois, il peut être difficile à trouver. Dernièrement, les modèles faits par les ordinateurs ont tendance à être très flexibles et compréhensibles parce qu'ils incluent beaucoup de processus. De la façon dont le forêt fonctionne, à cause de ça, ils sont plus fiables et plus précis. Mais ils sont aussi des modèles plus dispendieux et peuvent être très difficiles à trouver des sources parce que souvent, il y a besoin des experts qui savent comment utiliser le logiciel et interpréter des résultats. On va vous donner une démonstration sur comment ces modèles de prévision fonctionnent et pourraient être utilisés dans une situation d'aménagement. Disons, si vous êtes en train de développer un plan de 30 ans et vous avez décidé d'aller avec un modèle d'opinion d'expert. La première étape pour utiliser ce modèle, c'est premièrement de prendre l'inventaire que vous avez valorisé et développer de l'information sur les indicateurs qui vous intéressent pour votre peuplement particulier. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un petit tableau que je montre ici. Je montre trois peuplements de mon propriété, mais il y a 80 peuplements, là, ben, normalement trois. Pour ces trois peuplements, j'ai trois indicateurs. Volume, habitat et revenu, parce que c'est probablement important pour mesurer le progrès vers mon objectif. Et j'ai estimé que les conditions courantes d'une forêt basées sur mon inventaire sur ces trois indicateurs. Maintenant, dans la première période d'application, période 1, qui est une période de 10 ans, j'ai tourné dans ma forêt, j'ai décidé sur peuplement 1, je ne vais rien faire. Peuplement 2, je pense que je vais couper à blanc et le planter. Et pour le troisième peuplement, on va faire un thinning commercial. C'est correct. Maintenant, on doit faire la prévision sur comment ces activités vont affecter ma forêt pour la prochaine période de planification, la prochaine période de 10 ans. Donc, on utilise ce modèle, comme un modèle d'opinion d'experts, et on fait la prévision. Modèle, ces indicateurs vont changer dans les peuplements durant les prochaines 10 ans, disons. Basé sur l'opinion d'experts du forestier qui ferait avec moi, je pourrais dire, regarde, mon peuplement où j'ai rien fait, je vais le un, il y avait, je crois que maintenant c'est rendu à 128 mètres cubes. L'habitat, il a augmenté en terre. Et le peuplement numéro 2, j'ai coupé à blanc. Dans ce cas-là, la majorité du stock est parti, l'habitat est parti. Ben, j'ai fait un peu de revenus euh, avec un coupé à blanc. Le troisième peuplement, le stock n'a pas changé beaucoup parce que j'ai seulement fait un training commercial, mais les habitants ont augmenté. Mais j'ai fait un peu de revenu aussi. Mais disons maintenant, de la deuxième période, je décide de faire d'autres activités que tennis commercial, prix commercial, commercial, et coupe à blanc et planter troisième peuplement. Là, on doit faire prévision pour la troisième période et voir comment est-ce que ces activités ont affecté mes indicateurs, volume, habitat et revenu. Et c'est moi ici qu'on va utiliser un modèle pour faire des prévisions de ce cas-ci. Modèle d'expert, d'opinion d'expert dans ce cas-ci. Sinon, ceci, la prochaine étape, c'est pour planifier et faire un reportage aussi sur ce que j'avais prendre toutes les choses que j'avais découvertes dans les trois premiers cycles pour développer un plan. Dans ceci, il y a trois étapes importantes. Première étape, c'est vous développer les différents scénarios d'aménagement. Prochain, c'est pour faire une analyse des échanges, comme les pour et les contre des différents scénarios. Puis le dernier, vous allez choisir un des scénarios, le développer et créer un plan d'action. Quand je dis des scénarios de gestion, d'aménagement, qu'est-ce que je veux dire? C'est différents scénarios, des choses que vous pouvez faire pour essayer d'atteindre vos objectifs. Développer des scénarios d'aménagement, c'est une étape critique. Alors, par exemple, si on avait un objectif disons, peut-être de faire un peu de revenus du bois, mais aussi maintenir, protéger l'intégrité écologique, développer une couple de différents scénarios qu'on prépare. Souvent, le premier scénario, ce serait comme le scénario de où on fait rien. En tout cas, ici, il est le même. Le peuplement, j'ai trois peuplements et c'est décrit les conditions courantes dans la période 1. Et à la période 1, je décide de rien faire. Et là, la prévision en période 2 est là, basée sur un modèle. Comment est-ce que nos indicateurs ont changé sur cette période de 10 ans? Basé sur le scénario où on fait rien. Puis, ça serait, il y aurait un deuxième scénario, disons, au contraste, un scénario de plan d'aménagement forestier plus intense. Et dans le deuxième scénario, avec nos peuplements, on décide
de plan 1, répare. Le plan 2, le plan blanc et le planter et choisir faire un cleaning commercial. Encore, on a besoin de faire la prévision à la prochaine période et voir comment ces activités ont affecté mes indicateurs, le volume d'habitat et le revenu. Et en fait, quand vous faites cette analyse des différents scénarios, vous devriez développer plusieurs scénarios. Une fois que les scénarios sont développés, regardez les pour et les contre, les coûts et les avantages de faire un scénario versus un autre. Disons, qu'est-ce qui est le bénéfice de rien faire à votre OAC ou suivre un programme intensif ou faire quelque chose d'un petit peu plus léger comme la gestion écologique de la forêt. Dans le chose, une fois que vous avez fait cette analyse, vous avez regardé sérieusement le coût, les avantages des différents scénarios. Vous pouvez choisir un scénario. Après, vous analysez ainsi qu'avec autre information que vous avez eue durant votre planification et créer un plan. Un bon plan devrait vous donner une directive d'endroits, des objectifs, évaluation de la forêt maintenant. Disons les différents résultats avec différents scénarios. Et dernièrement, ça devrait vous donner c'est dur d'aménagement pour atteindre vos objectifs. Maintenant, la tête de la revue de qu'est-ce que le plan d'aménagement forestier. Maintenant, on va plonger. Je pense qu'on peut incorporer le changement climatique dans notre plan d'aménagement forestier. Pour commencer, on est tout au courant que le changement climatique a lieu et le climat change. Ce graphique montre la température globale de la planète dans les sens agradants. On peut voir dans les 50 ans en particulier, le climat de la planète a augmenté de façon drastique. En fait, l'année dernière, 2024, était l'année la plus chaude dans l'histoire du monde. Et on sait que ceci, c'est causé par les humains. C'est un fait. Mais d'une perspective d'un propriétaire de boisier, la question peut-être, vous savez, c'est comment est-ce que le changement climatique commence à avoir un impact sur ma forêt? Comment est-ce que je peux gérer ma forêt pour atténuer ou adapter au changement climatique? C'est la porte à l'aménagement forestier concentré sur le climat. C'est la saveur de gestion forestière qui prend en considération l'influence du changement climatique, grand point au long du cycle d'aménagement pour atteindre nos objectifs. Cette approche que je vais vous décrire, c'est que plus pratique dans le sens que on n'est pas en train de réinventer un cadre en particulier pour incorporer le changement climatique. Ce qu'on fait, on suit sur un cadre normal, on essaie d'insérer des considérations du changement climatique à différents points dans ce cycle. Une chose que je veux vous avertir, incorporer le changement climatique dans le plan d'aménagement, ce n'est pas un sens exact. Je dirais, c'est encore dans son enfance, intégrer le changement climatique dans le plan d'aménagement forestier, c'est un processus qui évolue. Mais dans les prochaines diapos, je vais passer certaines façons où le changement climatique pourrait être inséré dans votre plan d'aménagement pour commencer à considérer ses effets. Dans la première étape, qu'on a dit tantôt, l'étendue d'échelle, un endroit où le changement climatique va venir en jeu, c'est pour déterminer votre horizon de planification. La durée de votre horizon de planification va affecter comment vous avez besoin de considérer le changement climatique. Ces impacts sont supposés d'être de plus en plus sévères. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si vous avez un horizon de court, disons, si vous avez un plan d'aménagement durant une période de 10 ans qui serait très court, alors peut-être les effets du changement climatique vont pas être aussi sérieux que si vous développez un horizon pour 100 ans. Parce que les changements climatiques, on s'attend que ça va être beaucoup plus intense dans le futur, surtout avec la direction qu'on va maintenant. Alors, choisir un horizon de planification va avoir un impact. Je pense que vous devrez considérer le changement climatique. Autre endroit de considérer le changement climatique, le développement de vos objectifs d'aménagement. Vous allez inclure le changement climatique dans votre plan d'aménagement, vous allez considérer dans vos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est inclure le changement climatique dans vos objectifs. Ça va être quelque chose, disons, vos objectifs, disons, c'est pour changer la composition des espèces sur Terre ou que c'est mieux adapté au réchauffement de la planète. C'est un exemple où c'est inclure le changement climatique dans vos objectifs.
Un autre exemple d'un objectif, ce serait, regarde, j'aimerais aider à atténuer le changement climatique en maximisant la séquestration du carbone dans mon eau boîtée. C'est un autre exemple d'inclure le changement climatique dans vos objectifs. Quand je dis objectif implicite, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que même si vos objectifs, c'est pas pour attaquer le changement climatique, par exemple, c'est quelque chose d'autre qui n'a rien à faire avec le changement climatique. Peut-être vos objectifs, c'est pour récolter un volume annuel dans sur votre terre. Vous devez encore considérer le changement climatique dans tout ça. Vous savez que c'est objectif. Le climat va changer encore. Pendant que le climat va changer, vous savez l'impact sur votre capacité de pouvoir atteindre ces objectifs. Notre objectif, disons, votre objectif, c'est restaurer terre boisée en culture forestière acadienne ou aménagée. Étant donné le changement climatique devant nous, même avec cet objectif, vous avez encore besoin de considérer le changement climatique dans vos processus d'aménagement. Ça a un impact que si vous faites atteindre vos objectifs de restaurer la forêt acadienne. Et la prochaine étape du processus, caractériser et valoriser pour incorporer le changement climatique, choisir des indicateurs importants. Gérer le changement climatique, ça veut dire sélectionner les indicateurs importants. Alors, par exemple, si vous étiez intéressé, disons, à adapter votre composition de forêt au changement climatique, alors avoir une mesure de savoir l'abondance des espèces adaptables ou non adaptables, c'est important. Si vous gérez votre boisier pour être plus divers, alors avoir des mesures de diversité d'espèces, c'est important aussi. Gérer les stocks de carbone, les maximiser. Avoir un indicateur sur le stock de carbone serait important. Dans certains cas, ce n'est pas toujours clair quels sont les indicateurs devraient être quand incorporer le changement climatique. Alors, dans ce cas-là, faire une évaluation de vulnérabilité, peut-être, c'est une bonne façon pour aider à identifier les indicateurs. L'évaluation de vulnérabilité, c'est un processus systématique d'identifier l'exposition et la responsabilité de votre boisé aux risques de changement climatique, tels que la sécheresse, le vent, feux sauvages, insectes, maladies. Votre risque peut être mesuré et évalué en utilisant les bons indicateurs. Et les autres webinaires dans cette série, comme je vais suivre celui-ci, vont se concentrer plutôt sur les différents risques. Alors, ces webinaires vont pouvoir vous donner avec un petit peu plus d'informations sur quels sont les types d'indicateurs que vous devrez considérer si vous allez gérer un peuplement pour adapter à ces risques. Pour le modelage et la prévision, pour moi, c'est une des étapes les plus importantes où le changement climatique devrait être considéré. L'aménagement forêt du fait, ça dépend de ce qu'on sait, comment la forêt va changer. Pourquoi? Pour pouvoir évaluer si vos activités d'aménagement atteignent vos objectifs, vous devez pouvoir faire la prévision sur comment votre forêt va répondre. En lieu de changement climatique va affecter la capacité de pouvoir faire ces évaluations au changement climatique va affecter la façon que la forêt va croître et pour incorporer le changement climatique à ce temps-ci, c'est très important. Chose est que incorporer le changement climatique dans le modelage et les prévisions, c'est encore incertain parce que c'est encore une science qui n'est pas exacte. Mais dernière chose, pour donner un exemple, disons, c'est qu'un objectif de votre aménagement, c'est maximiser la séquestration du carbone. Maintenant, il y a différentes stratégies qui ont été proposées pour maximiser le carbone forestier. Essentiellement, ça peut être divisé en deux différentes stratégies. Un, stratégie d'aménagement intense où peut-être vous allez concentrer sur les arbres qui prennent moins longtemps à pousser et ça va vous donner des produits avec comme de construction. De toute façon, vous allez séquestrer plus de carbone de l'atmosphère plus rapidement et convertir en produits forestiers. Ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie, c'est plutôt ce que j'appelle l'aménagement écologique. Vous vous concentrez plus sur l'entrepôt du carbone sur l'écosystème au long terme. Et ceci, c'est fait avec plus de rétention et de conservation et augmenter la biodiversité dans la forêt. Il y a deux différentes stratégies potentielles que vous pouvez utiliser pour pouvoir maximiser le carbone.
On a besoin des modèles pour faire la prévision. Quelle stratégie qu'on devrait utiliser pour évaluer lequel qui va mieux atteindre nos objectifs? Alors, la question peut-être que je vais poser, c'est qu'est-ce que le meilleur modèle pour la job dans ce cas-ci? Mais encore, quel modèle vous allez choisir, c'est vraiment sur la situation de votre situation. Ceci, c'est parce que le modèle qu'on a discuté tantôt, que ce soit le modèle basé sur des experts empiriques ou des ordinateurs, ça varie. Dans certains modèles coûtent moins, sont plus faciles à utiliser. Les opinions d'experts seraient plus accessibles, je dirais. Mais autres modèles sont plus fiables, plus objectifs, grande précision, plus compréhensibles dans la capacité de faire un modèle et de faire la prévision. Quelle approche vous allez prendre pour évaluer les effets de changement climatique sur les objectifs d'aménagement? Ça dépend sur vos objectifs de votre situation, par exemple. Votre objectif, c'est de maximiser le carbone dans votre forêt et vous pensez aux différentes options de carbone que j'ai mentionnées tantôt. Dans ce cas-là, probablement, modèle empirique ou basé sur le processus, c'est plus important. Mais si vous avez quelque chose de plus général, peut-être des objectifs pour réduire la vulnérabilité aux feux sauvages, ou dans ce cas ici, sur une période de planification de 10-20 ans, les opinions d'experts, peut-être ça va suffire. Un autre point à considérer aussi, c'est quand tu viens à choisir le modèle, c'est comment longtemps que votre horizon va être. Un horizon de 10 ans, l'opinion d'expert, ça pourrait être assez bon, mais pour un horizon de 100 ans, disons, certainement, modèle empirique ou par ordinateur serait le meilleur choix. Malgré vos choix de modèle, vous devez utiliser un modèle maintenant pour faire la prévision. Comment est-ce que votre forêt va répondre et changer les différents scénarios d'aménagement et faire une analyse à la suite décider sur un plan d'action. Alors, pour démontrer ce que je veux dire par ça, imaginons une situation où le propriétaire doit maximiser les revenus du bois, mais en même temps réduire la vulnérabilité aux feux sauvages. C'est-à-dire que le propriétaire va entendre parler d'une augmentation, va être plus susceptible aux feux sauvages à cause du changement climatique. Dans ce cas ici, le propriétaire doit développer plusieurs différents scénarios et utiliser méthodes de prévision. Alors, la prévision sur donc, les indicateurs clés dans mon lot boisé vont changer au fil du temps, dépendamment des différents scénarios que j'utilise. Dans ce premier exemple, j'ai ici, premier scénario, j'ai un scénario d'aménagement intensif. Et encore, j'ai trois peuplements que je regarde et j'ai trois indicateurs. Le volume, le risque de feu sauvage et le revenu. Et pour ces trois peuplements, normalement, vous avez plus que trois peuplements, mais j'en ai seulement trois ici pour démonstration. Mais disons, dans le peuplement numéro un, on fait un technique précommerciale de Bomo. Peuplement 2, où c'est très mature, très dense, on décide de faire une coupe à blanc et de le planter. Le troisième peuplement, je décide de faire un technique commercial. Maintenant, pendant que je fais ma prévision, à ma prochaine période de planification, utilisons le modèle de prévision. Le premier peuplement, mon volume a augmenté un peu et j'ai fait un peu de revenus. Non, pas le premier traitement, mais mon volume a augmenté, mais parce que j'ai fait mon technique précommercial, j'ai augmenté le risque de feu sauvage. C'était faible au début, mais parce que j'ai fait technique précommerciale, le bomo, je constatais des espèces de bomo qui sont plus. euh, j'ai augmenté le risque. Pratiquement en deux, il y avait le risque. Moi, j'ai coupé des paiements et j'ai planté. Et vers la prochaine période de planification 2, le volume a maintenant diminué parce que j'ai fait la coupe à blanc. Hein? Mais le risque à feu sauvage a diminué, moins temporairement, mais parce que le peuplement maintenant est très jeune. Non, c'est modéré. Le risque moyen. Le troisième peuplement, je vais être un training commercial pour retenir des espèces de bonbons. Mais au début, dans la première période de planification, le risque de feu sauvage était moyen, mais avec le traitement, la prochaine période de planification de 10 ans, maintenant, mon peuplement est devenu à plus haut risque de feu sauvage. Avec cette stratégie, j'étais capable d'accumuler plus de revenus, 1766 $, 728, mais j'ai augmenté sa vulnérabilité au feu sauvage. Peut-être que vous voulez
Mais ceci qu'on a un autre scénario. Ceci, c'est le scénario de gestion écologique. Dans ce cas-ci, j'ai les mêmes, la première période de planification, le même peuplement, les mêmes, mais au lieu de faire un prix commercial, peut-être faire un prix commercial de bois franc. Dans le deuxième peuplement, peut-être au lieu de faire coupe à blanc et une plantation, peut-être je vais faire du shortwood pour maintenir la diversité de mon peuplement. Le troisième, au lieu de faire un technique commerciale, je dirais dans le scénario, je vais bien faire dans ce cas-là. N'importe quoi que je fais, je dois faire la prévision dans le futur, au deuxième période de planification. Regardez comment est-ce que mes interventions, comment c'est un impact sur mes trois indicateurs, volume, risque, effet sauvage et revenu. Dans ce cas ici, avec le technique commercial de bois franc, le volume a augmenté. Le deuxième traitement, avec Shelterwood, j'ai perdu un peu de volume, mais pas aussi tant que j'aurais perdu d'un coupe à blanc, je n'ai pas tout coupé. Et un troisième traitement où j'ai fait, le peuplement a accumulé du volume. Alors, dans ces trois cas ici, le premier où j'ai fait un thinning précommercial de bois franc, j'ai pu réduire le risque de feu sauvage. Et mon deuxième peuplement, même chose avec le Shortwood, j'ai maintenu une plus grande diversité de bois franc. J'ai aussi réduit mon risque de feu sauvage. Le troisième peuplement, il n'y avait aucun changement, mais au niveau de l'eau boisée, je n'ai pas fait autant de revenus, mais j'ai réduit la vulnérabilité au feu de forêt. Le point ici avec ces scénarios, c'est qu'on pourrait continuer. Mais une bonne situation de planification, vous devrez développer plusieurs scénarios, mais vous devrez pouvoir peser. Regarde, si je fais ce scénario versus l'autre scénario versus un autre, comment est-ce que ça va avoir un impact sur les indicateurs clés que je regarde ici dans mes peuplements? Et comment est-ce que ça m'aide à atteindre mon objectif principal? Alors, en somme, pour prendre en considération le changement climatique dans l'aménagement, c'est pas une approche systématique parce qu'il y a différents points au long du cycle où le changement climatique devrait être considéré. Mais l'aménagement forestier confronté sur le climat, ce n'est pas une science exacte, mais ça évolue rapidement. Hein? Les sujets qu'on a couverts aujourd'hui devraient avoir plus d'informations sur comment mieux intégrer le changement climatique dans votre propre aménagement. Le reste des webinaires de cette série sont dévoués à plonger en profondeur dans les menaces principales posées par le changement climatique dans cette région, telles que la productivité des arbres, sécheresse, le changement du vent, les nuisibles, les maladies ou les feux sauvages. Durant ces autres webinaires, vous allez apprendre encore plus d'évaluer votre vulnérabilité à ces risques et les stratégies de gestion que vous pouvez développer pour atténuer les impacts. Alors, avec ça, je voudrais vous remercier de votre attention ce soir